Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la sciatique. Donc la sciatique c'est une problématique qui touche énormément de personnes. Donc c'est peut-être votre cas si vous regardez actuellement cette vidéo. Et donc ici on va passer en revue en fait les causes les plus courantes de la sciatique, les facteurs les plus favorisants. Et on verra ensuite dans la deuxième partie de la vidéo les solutions, des exercices et les stratégies appliquées pour traiter efficacement la sciatique et également prévenir les récidives. Donc la sciatique déjà c'est quoi? De quoi parle-t-on quand on parle de sciatique? Donc c'est vrai qu'on utilise couramment le mot sciatique pour décrire finalement un ensemble de symptômes qu'on peut ressentir souvent à l'arrière de la cuisse, dans la fesse, dans le bas du dos. Mais si on veut être précis, le mot sciatique c'est un peu un abus de langage puisque c'est le nom d'un nerf, donc le nerf sciatique, et non pas le nom d'une douleur. Mais au-delà de ça, voilà, la sciatique on peut définir ça par une souffrance du nerf sciatique, par une sensibilisation du nerf sciatique. Donc ce nerf, il s'étend du bas du dos, il traverse la fesse, il descend le long de chaque jambe, puisqu'en fait on a deux nerfs sciatiques, un à droite et un à gauche, et il descend jusqu'au pied. Donc on va voir juste après un schéma pour bien visualiser ce nerf. Mais comprenez que lorsque ce nerf est comprimé ou lorsqu'il est irrité, eh bien, ça peut provoquer une douleur plus ou moins intense qui irradie le long de son trajet. Donc la sciatique, ce n'est pas une maladie en soi, c'est plutôt le symptôme d'une condition sous-jacente qui affecte ou non d'ailleurs le nerf sciatique. Donc, petite parenthèse, on entend aussi souvent le mot sciatalgie. C'est quoi la différence entre la sciatique et la sciatalgie? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot ou entendu ce mot dans la bouche de certains professionnels de santé. C'est quoi la différence entre sciatique et sciatalgie? Donc, si c'est une vraie sciatique, il va y avoir une souffrance du nerf sciatique. Mais des fois, ce n'est pas le nerf sciatique en lui-même qui est impliqué ou qui est à l'origine de vos douleurs. Ça peut être autre chose, ça peut être simplement des tensions musculaires anormales, les muscles de la fesse qui peuvent devenir tellement sensibles qu'ils vont reproduire une irradiation ou une douleur irradiante. Et donc dans ce cas-là, on parle plus de sciatalgie. Donc en fait, c'est pas qu'il y a tant de sciatiques différentes, mais c'est qu'il y a une vraie sciatique, une sciatique véritable qui va affecter le nerf sciatique. Et il y a des douleurs qui s'apparentent à la sciatique qu'on va appeler des sciatalgies. Donc dans cette vidéo, on va parler des deux, on va voir les causes derrière ce type de douleur de façon générale, les sciatiques et les sciatalgies, et on va voir que les causes et les facteurs ils sont relativement nombreux et que les structures qui peuvent être impliquées dans ce type de douleur, elles sont aussi très nombreuses. Donc pour en revenir à la sciatique, donc la sciatique c'est une affection relativement courante, c'est un motif très fréquent de consultation en médecine générale et en rhumatologie. Elle peut toucher tout le monde, donc de la personne jeune à la personne plus âgée. Et évidemment, la sciatique, elle peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie, puisque si vous en avez déjà souffert, vous savez qu'elle peut représenter un certain handicap, un gros handicap même parfois, qu'elle peut limiter les mouvements, qu'elle peut même affecter notre capacité à marcher, à travailler ou à effectuer certaines activités du quotidien simples. Donc voilà, c'est un sujet qui nous concerne tous, tout simplement parce que, que vous soyez sportif, que vous soyez sédentaire, que vous soyez jeune ou moins jeune, tout le monde peut souffrir un jour ou l'autre de ce type de problématique. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que quand même la plupart des sciatiques, la plupart des sciatalgies sont transitoires, elles évoluent spontanément, favorablement, et surtout, il y a plein de solutions à la fois pour guérir plus vite et aussi pour prévenir les récidives. Donc, pour mieux comprendre ce que c'est une sciatique, je pense que c'est important, c'est même essentiel de connaître l'anatomie. Et voilà, on va faire un rappel anatomique, on va voir où se situe le nerf sciatique et quelles sont ses fonctions. Donc, le nerf sciatique, il est formé par les racines nerveuses des segments L4, L5, S1, S2 et S3 de la colonne vertébrale, donc qui sont situés dans la région lombaire et sacrée. Donc S1, S2, S3, c'est les vertèbres, donc la première vertèbre sacrée, S2 la deuxième vertèbre sacrée et S3 la troisième vertèbre sacrée. Et L4, L5, donc les vertèbres lombaires. Donc ce nerf sciatique, il sort de la colonne vertébrale par les foramen intervertébraux, donc c'est les trous de conjugaison. Donc un trou de conjugaison étant créé en fait par la superposition de deux vertèbres. Donc vous avez une vertèbre supérieure, une vertèbre inférieure, et en se superposant, ça va former ce fameux trou de conjugaison, ce foramen par lequel sortent les racines nerveuses. Ensuite, donc le nerf sciatique, il va descendre à travers le bassin, il va passer sous le muscle piriforme, donc dans la région fessière, et il va continuer donc son chemin le long de l'arrière de la cuisse.
Donc à un certain point au niveau du genou, le nerf sciatique il va se diviser en deux branches principales. Donc vous allez avoir le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Donc ils vont innerver différentes parties de la jambe, du pied et des orteils. Donc c'est quoi le rôle du nerf sciatique? Donc son rôle principal c'est de transmettre des signaux moteurs et des signaux sensoriels entre la colonne vertébrale et les membres inférieurs. Et donc il va permettre les mouvements musculaires, la sensation de toucher, de chaleur, de froid et donc évidemment de douleur dans les jambes et dans les pieds. Donc en termes de fonction, finalement c'est un nerf mixte. Ça veut dire qu'il est à la fois sensitif, donc la sensibilité, et à la fois moteur, donc la motricité. Donc il va être utilisé pour activer des muscles. Donc maintenant, quels sont les symptômes de la sciatique ou des sciatalgies de manière générale? Donc au niveau de la localisation de la douleur sciatique, la vraie sciatique, elle suit généralement le trajet du nerf sciatique qui, comme on l'a vu, il s'étend du bas du dos jusqu'au niveau du pied. Donc les personnes qui souffrent généralement d'une vraie sciatique, elles décrivent généralement de manière précise le trajet du nerf sciatique. Donc cette douleur, elle peut commencer dans le bas du dos, au niveau de la région lombaire, elle peut se faire sentir dans une fesse, puis elle peut descendre le long de l'arrière de la cuisse et du mollet, et elle peut aussi descendre jusqu'au niveau du pied. Mais ce n'est pas forcément tout le trajet du nerf sciatique. On peut ressentir la douleur que sur une partie du trajet classique. Donc dans ce cas-là, on parlera de sciatique tronquée. Donc par exemple, vous pouvez avoir uniquement mal au niveau du mollet et au niveau du pied, mais sans avoir mal derrière la cuisse et dans la fesse. Ou vous pouvez ressentir la douleur dans la fesse et ensuite ressentir la douleur dans le mollet ou sur une partie externe de la jambe. Donc en fait, il peut y avoir qu'une seule partie du trajet qui va faire mal, et parfois c'est qu'une toute petite partie du trajet, et parfois ça va être une grande partie du trajet, ou parfois c'est tout le trajet. Et donc au niveau des symptômes, ces douleurs, elles peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. Donc pour certains, ça sera une douleur plutôt vive, plutôt perçante, parfois comparée à une sorte de décharge électrique qui va traverser la jambe. Pour d'autres, la douleur elle pourra se manifester sous forme de sensation de brûlure intense le long du trajet du nerf, ou au contraire, ça peut être ressenti comme une sensation de froid douloureux. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des paresthésies, donc vous pouvez avoir des sensations bizarres au niveau de la peau, vous pouvez avoir des engourdissements, des sensations de lourdeur, des fourmillements, voilà, des sensations un peu bizarres, presque un peu anesthésiées avec des petites fourmis. Dans certains cas, la sciatique elle peut s'exprimer au niveau du territoire moteur du nerf sciatique, et dans ce cas-là, on peut avoir des faiblesses musculaires, avec une faiblesse dans les muscles de la jambe affectée. Donc au final, la douleur sciatique, elle peut se présenter sous différentes formes, sous différentes intensités, et sa nature et ses facteurs peuvent varier. Maintenant, c'est quand même important de préciser une chose, l'intensité de la douleur que vous pouvez ressentir, elle n'est pas nécessairement en lien direct avec la gravité de votre condition. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce n'est pas parce que ça fait très mal que c'est très grave. Ça c'est important à comprendre, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que vous souffrez plus. Des facteurs comme la fatigue, comme le stress, comme l'anxiété ou la dépression, tout ça c'est des choses qui peuvent venir amplifier la perception de votre douleur. Donc on sait qu'une personne très fatiguée, une personne très stressée ou inquiète va forcément ressentir une douleur de façon plus intense que quelqu'un qui ne l'est pas. Et même si la cause physique n'est pas particulièrement grave. Donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer intensité de la douleur et gravité. Maintenant, il arrive que une minorité de ces sciatiques puisse représenter une urgence médicale. Et dans ce cas-là, il y a des signes à repérer, il y a ce qu'on appelle des red flags, donc des drapeaux rouges, c'est-à-dire des signes de gravité qui peuvent indiquer que c'est une urgence médicale et ça nécessite une intervention rapide. Donc rassurez-vous, dans 95% des cas, la sciatique, ça ne reflète pas une pathologie inquiétante. Ceci étant dit, il existe dans des situations où les symptômes peuvent évoquer des pathologies graves, donc à ne pas négliger. Elles sont rares mais elles sont possibles, comme par exemple une tumeur, une infection ou une condition qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval. Donc c'est une condition où les racines nerveuses qui sont situées dans l'extrémité inférieure de la moelle épinière vont être comprimées, et cette compression elle peut entraîner une perte de fonction des nerfs qui contrôlent certains organes comme la vessie, les intestins et les jambes. Donc il faut être capable de repérer ces signes parce que ça peut représenter une urgence et nécessiter, comme j'ai dit, une intervention rapide pour éviter des lésions permanentes.
Donc ces signes, rassurez-vous, ils sont toujours recherchés par les professionnels de santé quand vous allez consulter en début de consultation pour écarter ce type de risque. Mais c'est bien aussi pour vous de savoir les repérer et de les connaître. Donc quels sont ces signes et ces symptômes qui doivent vous alerter et qui doivent vous pousser à consulter en urgence? Donc en plus de votre sciatique, si vous avez une incontinence urinaire ou fécale ou une incapacité à uriner ou à évacuer les selles, si vous avez un engourdissement important ou une perte de sensation dans la région périnéale, c'est-à-dire la région entre les jambes, qui inclut l'anus, les organes génitaux ou l'intérieur des cuisses, et si vous avez une faiblesse musculaire grave dans les jambes, c'est-à-dire si vous avez du mal à relever le pied ou à tenir debout sur la pointe des pieds, et bien si ces symptômes apparaissent, c'est important de consulter rapidement un médecin parce que ça peut nécessiter encore une fois une intervention chirurgicale rapide pour éviter des dommages permanents. Mais rassurez-vous, en dehors de ces signes qui sont relativement rares, la sciatique, ce n'est pas une condition grave et c'est même quelque chose qui évolue généralement favorablement avec des traitements conservateurs. Ça veut dire que dans la grande majorité des cas, les symptômes vont s'améliorer progressivement, que ce soit de quelques semaines à quelques mois, sans nécessité d'intervention chirurgicale. Et même si la douleur peut être intense et invalidante au début, elle tend à diminuer avec le temps en appliquant des ajustements appropriés, que ce soit au niveau de votre mode de vie ou de l'activité physique en général, et de certains conseils, de solutions qu'on va voir, on va y revenir par la suite. Donc maintenant, quelles sont les causes possibles des sciatiques ou des sciatalgies au sens large? Pourquoi on a ce type de douleur? Il y a une multitude de causes qui peuvent être à l'origine de ce type de douleur. Par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un canal lombaire étroit. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait, le canal lombaire, c'est l'espace à l'intérieur de la colonne vertébrale par lequel passe la moelle épinière et les racines nerveuses. Et à cause de différents phénomènes, à cause du vieillissement, à cause de différents facteurs, cet espace peut se réduire, déclencher de l'inflammation et contribuer à votre douleur dans la zone qui est desservie par le nerf sciatique. Donc c'est quelque chose qui peut déclencher de la douleur, mais ce n'est pas obligatoire. Autre cause que vous pouvez avoir, c'est par exemple ce qu'on appelle un spondylolisthesis, c'est-à-dire un déplacement vers l'avant d'une vertèbre par rapport à la vertèbre du dessous. Et là encore, c'est une condition qui peut affecter les racines nerveuses. Donc ce déplacement de vertèbres de l'une sur l'autre, il peut se produire pour différentes raisons. Ça peut être une malformation de la colonne vertébrale que vous avez dès la naissance, ou ça peut être aussi le résultat d'une fracture ou d'une blessure. Et donc, lorsque la vertèbre glisse vers l'avant, ça peut rétrécir le canal spinal. Et ce rétrécissement peut potentiellement comprimer les racines nerveuses et donc déclencher de la douleur. Autre cause, il y a également la discopathie dégénérative. Donc avec le temps, la structure du disque peut s'altérer et avec notamment un phénomène de déshydratation. Et donc lorsque le disque va perdre de sa hauteur, ça peut entraîner une diminution là encore de l'espace intervertébral, des trous de conjugaison par lesquels sortent les racines nerveuses et ça peut donner un phénomène de compression neurologique. On va y revenir après, mais ce n'est pas forcément une condition, c'est pas parce que vous avez une discopathie que ça déclenche forcément des douleurs. Mais ça, on va y revenir juste après, quand on va parler également de l'hernie discale. Autre cause possible de sciatalgie, ça peut être une lésion des muscles ischio-jambiers. Parfois, une blessure au niveau donc, des muscles à l'arrière de la cuisse, ça peut causer une douleur qui irradie vers la fesse, dans les zones proches du nerf sciatique. Donc c'est une douleur référée qui peut être confondue avec une vraie sciatique, même si elle n'est pas due à une compression du nerf sciatique. Donc vous pouvez aussi avoir des tensions musculaires anormales ou des déséquilibres musculaires entre différents groupes musculaires qui peut modifier en gros la biomécanique du corps et qui peut entraîner ce type de douleur. Donc au niveau musculaire, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des trigger points, c'est-à-dire des points gâchettes. Donc vous avez différents muscles comme les moyens fessiers qui peuvent avoir ces fameux trigger points qui peuvent vous déclencher des douleurs à distance. Donc ça veut dire que par exemple, des trigger points au niveau des muscles fessiers, ça peut entraîner des douleurs localisées dans la jambe et dans la cuisse, des douleurs irradiantes. Autre cause possible, ça peut être aussi des mouvements répétitifs. Par exemple, les douleurs elles peuvent aussi apparaître le lendemain d'une séance de sport, par exemple après une séance de course à pied ou une sortie longue à vélo ou après une séance de musculation où vous avez fait des nouveaux mouvements, donc de façon répétée, où vous avez utilisé des charges un petit peu trop lourdes par rapport à vos capacités.
Parfois, ça peut être une mauvaise technique ou une mauvaise réalisation des mouvements que vous avez effectués durant votre séance de musculation, par exemple, qui peuvent être des éléments déclencheurs de votre sciatalgie. Autre cause potentielle, autre cause possible, ça peut être aussi un trouble vasculaire. Vous pouvez avoir ce type de symptômes à cause de troubles vasculaires, puisque dans la zone où descend la moelle épinière et les racines nerveuses, il y a une forte vascularisation. Et si vous avez de l'inflammation dans cette zone-là, on peut aussi avoir des douleurs qui vont irradier le long du membre inférieur. Autre cause possible, ça peut être aussi la présence d'un hématome. On n'y pense pas souvent, mais si un hématome se forme dans la région lombaire ou dans les fesses ou dans la cuisse, ça peut venir appuyer directement sur le nerf sciatique ou sur les racines nerveuses à la sortie des foramen intervertébraux. Et cette compression, elle peut entraîner de l'inflammation et des douleurs irradiantes le long du trajet du nerf sciatique. Donc dans quel cadre vous pouvez avoir ce type d'hématome? Généralement, il y a deux situations, soit après un traumatisme, donc un coup direct dans la région du bas du dos, au niveau des fesses. Ça peut provoquer un hématome suffisamment important pour comprimer ou irriter le nerf sciatique, ou soit après une intervention chirurgicale. Si vous avez une intervention chirurgicale dans la région lombaire ou dans la région pelvienne, un hématome post-opératoire peut se former et là encore irriter ou comprimer le nerf sciatique. Autre cause possible, vous pouvez avoir de l'arthrose au niveau du dos. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des ostéophytes, ou plus familièrement des becs de perroquet, qui peuvent là encore potentiellement rétrécir l'espace par lequel passent les racines nerveuses, qui sortent de la colonne vertébrale. Et donc, selon la localisation de ces ostéophytes, ça peut potentiellement venir comprimer la racine nerveuse et donc entraîner une sciatique. Ça peut être aussi, mais là c'est beaucoup plus rare, la présence d'une tumeur. Ça reste vraiment très rare, mais ça reste possible. Des tumeurs ovariennes, des tumeurs au niveau de la vessie, des tumeurs rectales qui peuvent exercer en fait une pression sur les structures nerveuses voisines. Et ça peut être aussi la présence d'une hernie discale. Donc je le mets en dernier ici pour pouvoir faire un point là-dessus, mais ça me semble important de clarifier quelques petites notions par rapport à ça. Donc on peut avoir une hernie discale qui va participer au déclenchement de ce type de douleur. Donc pour rappel, une hernie discale c'est quoi? C'est lorsque vous avez une partie du disque intervertébral, donc le coussinet qui est présent entre deux vertèbres, qui va faire saillie dans le canal rachidien, donc en dehors de ses limites naturelles. Et donc cette hernie discale, elle peut potentiellement causer une compression nerveuse et donc potentiellement causer des douleurs. Maintenant, je pense qu'il faut nuancer ce que je viens de dire là. Est-ce que ça veut dire que si vous avez une douleur sciatique, c'est que vous avez une hernie? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire que parce que vous avez une hernie discale, c'est forcément la cause de vos douleurs? La réponse est non. En fait, il y a plein de nuances à mettre. En fait, ça j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, mais on s'est rendu compte que dans la majeure partie de la population saine, qui n'a pas forcément mal au dos ou qui n'a pas forcément de douleurs sciatiques, on retrouve beaucoup de lésions discales. Voilà, chez les personnes qui n'ont pas mal au dos, on retrouve ça si on leur fait des imageries. Parce qu'en fait, quasiment tout le monde va avoir au cours de sa vie des lésions discales. Encore une fois, des discopathies, des protrusions, etc. Donc, on va en avoir plus quand on est vieux que quand on est jeune, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Et surtout, le lien entre hernie discale et douleur n'est pas toujours évident. Il n'est pas si clair que ça ou pas ce qu'on peut croire de manière intuitive. En fait, il faut comprendre qu'une hernie discale, ça fait partie des déformations structurelles que l'on retrouve quand on vous fait une imagerie et que vous avez plus de 25-30 ans. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'on peut en retrouver qu'elles ne sont pas forcément porteuses de douleur, mais ça veut juste dire que ce n'est pas forcément la cause de vos douleurs. Ce n'est pas parce qu'on a une image qui n'est pas belle à la radio, au scanner ou à l'IRM, ce n'est pas parce qu'il y a ce genre de choses sur les imageries que ça doit forcément faire mal. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de douleur et qui ont des imageries qui sont horribles, et on se dit même parfois, mais comment ils font pour marcher? Et à l'inverse, il y a des gens qui ont des toutes petites choses à la radio, qui ont un tout petit peu d'arthrose et qui ont des douleurs très très importantes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre ce qu'on voit à l'image et ce qui se passe réellement dans la réalité, de manière à vraiment avoir quelque chose de cohérent, parce qu'encore une fois, on ne soigne pas une image, mais on soigne des gens. Donc c'est vrai que ce qu'il peut y avoir sur une image, ça peut des fois faire très peur. Le compte-rendu, des fois avec le jargon médical, ça fait forcément peur. Mais comprenez que ce n'est pas forcément toujours lié à vos douleurs. Il y a bien souvent des choses qui font mal, mais qui viennent d'autres causes et qui peuvent venir aussi de l'aspect environnemental, de l'aspect comportemental, de l'aspect psychologique,
de l'aspect activité physique ou non que vous faites. Vraiment, la douleur, c'est une problématique qui est assez complexe, plus complexe qu'une imagerie, et on ne peut pas la résumer uniquement à ce qu'on voit sur une image, bien que parfois ça arrive que ça soit ce qu'il y a sur l'image qui fasse mal, mais ça c'est quelque chose à aller tester, à aller démêler avec un professionnel de santé. Voilà, il y a des tests qui peuvent être effectués pour savoir si ce que vous avez sur l'image ou non peut être en lien avec vos douleurs. En tout cas, on sait comment venir tester différentes choses, d'où l'importance toujours de venir consulter un professionnel de santé, que ce soit un médecin, un kinésithérapeute, voilà. Maintenant, on va enchaîner avec des facteurs favorisants. Voilà, j'ai parlé ici des causes les plus fréquentes, les plus communes, mais il y a aussi des conditions, on va dire, j'ai fait la distinction entre causes et facteurs favorisants. Il y a des facteurs favorisants qui peuvent contribuer à l'apparition ou à l'intensification, on va dire, des douleurs. Donc parmi ces facteurs favorisants, on retrouve quoi? On retrouve le mode de vie sédentaire, voilà, la sédentarité. Le fait de rester longtemps assis, eh bien, les symptômes douloureux ils ont tendance à augmenter plus on passe de temps en position assise, d'où l'intérêt voilà, de se lever, de bouger régulièrement pour éviter les maux de dos de façon générale. Donc ça, on va reparler après dans la partie solution. Autre facteur favorisant, ça va être encore le tabagisme ou une consommation excessive d'alcool. Ça va être également le surpoids, qui peut être également un facteur aggravant. D'une part, à cause de la surcharge inutile qui va venir se rajouter sur les articulations, sur les disques, mais également à cause de l'environnement inflammatoire et des perturbations hormonales que le surpoids va induire. Autre facteur favorisant, ça va être l'anxiété, le stress chronique, comme j'en ai parlé un petit peu avant. Ça va être également le manque de sommeil. Voilà, c'est un facteur qui est souvent sous-estimé, mais c'est un facteur qui favorise la douleur. Si vous avez un sommeil perturbé, c'est quelque chose à ne pas négliger et à essayer de corriger de façon prioritaire. Le fait également d'avoir déjà eu ce type de problème dans le passé, c'est également un facteur favorisant. Et l'inflammation chronique dont je parle très régulièrement dans mes vidéos. Donc comme vous le voyez, en fait, il y a de nombreuses causes, il y a de nombreux facteurs qui peuvent participer au déclenchement de ce type de douleur. C'est la raison pour laquelle, si vos symptômes ne diminuent pas de manière, on va dire, importante ou ne disparaissent pas de façon totale au bout de plusieurs jours, au bout de plusieurs semaines, encore une fois, consultez, allez voir un professionnel de santé, allez voir un médecin, un kinésithérapeute qui pourra vous aider, qui va faire un diagnostic précis de votre cas, qui va mettre le doigt sur l'ensemble des choses, des facteurs environnementaux chez vous qui peuvent générer ce type de douleur et qui pourra adapter le traitement à votre cas spécifique. Voilà, donc maintenant on va passer aux solutions. On va voir ensemble quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour soulager ces douleurs sciatiques, pour éviter qu'elles ne reviennent par la suite, pour éviter les récidives. Donc, pour guérir ou pour prévenir une sciatique, il va forcément falloir appliquer un ensemble de choses, un ensemble d'actions globales et d'actions complémentaires. Donc, la première chose à faire, la première des choses, surtout si vous êtes dans une phase un peu aiguë de douleur, ça serait de pratiquer des exercices de respiration ventrale. Donc, vous pouvez faire ça très simplement depuis n'importe où. Vous prenez 2, 3, 4 minutes pour réaliser des exercices de respiration ventrale. Vous pouvez faire ça en position assise. Idéalement, le mieux, c'est de faire ça depuis le sol, dans une position qui vous est confortable. Moi, je vous suggère la position ventrale, donc à plat ventre, ou un genou remonté au niveau de la poitrine. Donc vous êtes de 3/4 le ventre contre le sol. Et vous allez respirer avec le ventre. Donc, commencez par inspirer avec le ventre, vous laissez un petit peu l'air rentrer et augmenter dans la cage thoracique, et vous soufflez, et vous laissez l'air comme ça s'évacuer de vos poumons, et vous répétez comme ça plusieurs fois. Donc, vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous bloquez 2 à 3 secondes, et puis vous expirez en soufflant. Et l'idée pendant ce travail, c'est d'essayer vraiment de se relâcher le plus possible, et donc de relâcher progressivement à chaque cycle d'inspiration et d'expiration toutes les tensions que vous sentez dans votre corps, les tensions autour de la colonne vertébrale, les tensions au niveau du bassin, au niveau des épaules, et de vraiment chercher à travailler sur cette expiration. Donc la respiration ventrale, ne la sous-estimez pas, j'en parle souvent dans les vidéos pour une raison simple, c'est parce que c'est un moyen très puissant pour réguler les différents systèmes dans votre organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous respirez de manière consciente, vous avez une action sur l'état de vos tensions musculaires. Vous pouvez diminuer l'état d'anxiété générale et avoir une action positive sur de nombreux paramètres de santé.
Autre chose, autre action que vous pouvez effectuer depuis chez vous, ça peut être des mobilisations articulaires. Par exemple, des mobilisations de façon douce de la colonne vertébrale. Donc il y a plein d'exercices qui existent. Un exercice qui fonctionne bien, qui est intéressant, c'est par exemple des mobilisations de la colonne thoracique. Donc la partie thoracique de la colonne, c'est une zone qui est souvent verrouillée chez beaucoup de personnes parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise. Et quand cette zone elle est verrouillée, ça peut impacter négativement d'autres zones du corps, notamment la région cervicale et la région lombaire. Donc l'idée ici, c'est de vous placer au départ en position à quatre pattes depuis le sol. Vous allez mettre un appui sur un avant-bras et la jambe opposée tendue derrière vous. Et vous allez venir réaliser un mouvement de rotation thoracique. Et le fait d'avoir le genou au sol, ça va permettre de verrouiller le bassin et de s'assurer que la rotation s'effectue bien avec la partie thoracique de la colonne vertébrale et non avec les lombaires. Donc ça, c'est un exemple d'exercice que vous pouvez effectuer plusieurs fois dans la journée. Voilà, vous faites une dizaine de répétitions à droite et une dizaine de répétitions à gauche. Autre exemple d'exercice que vous pouvez effectuer, là encore de mobilisation de la colonne vertébrale, celui-ci il est plus classique, c'est l'exercice du chien et du chat. Celui-ci, il est intéressant pour bouger chaque étage de la colonne vertébrale de façon douce, de façon lente et progressive. Donc vous pouvez le faire à vide, vous pouvez rajouter une bande élastique au niveau du bassin, comme je le montre dans la vidéo. Et l'idée, c'est de mobiliser lentement en flexion et en extension une dizaine de répétitions. Voilà, vous inspirez sur l'extension et vous expirez, vous soufflez sur la flexion. Parenthèse à ce sujet, donc ici je vous propose différents exercices. Bien évidemment, je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde parce que tout le monde est différent et réagit différemment à chaque type d'exercice. Une des stratégies que vous pouvez utiliser, c'est celle de la préférence directionnelle. Donc qu'est-ce que c'est ça la préférence directionnelle? Donc l'idée c'est quoi? C'est d'identifier certains mouvements, ou plutôt on va dire une direction spécifique de mouvement, comme le fait de faire de l'extension, ou le fait de se pencher en avant, ou le fait de se pencher sur le côté, qui en fait lorsque vous allez la pratiquer, va réduire ou centraliser la douleur. Donc cette notion de centralisation, surtout quand vous avez des douleurs irradiantes comme ça dans la jambe, c'est important. Ça veut dire quoi centraliser? Ça veut dire par exemple que si vous avez une douleur ou des symptômes qui descendent dans la jambe, la centralisation c'est le fait que cette douleur elle revienne vers le bas du dos. Et ça c'est plutôt un bon signe, c'est généralement considéré comme un signe positif parce que la douleur revient finalement vers le bas du dos et au contraire elle s'aggrave si elle a tendance à descendre un petit peu plus bas au niveau du trajet du nerf sciatique. Autre exemple, si vous penchez en avant, vous avez remarqué que ça vous fait du bien, ça vous diminue la douleur ou ça vous diminue les symptômes, mais moi je vous conseille de répéter un maximum de fois ce type de mouvement parce que ça va créer une désensibilisation sur ce type de mouvement et petit à petit derrière vous allez pouvoir réaliser plus de mouvements qui vous posent peut-être problème à l'heure actuelle. Mais dans un premier temps, le but c'est de venir répéter un maximum de fois le type de mouvement qui vous fait du bien. Et c'est ça qui est intéressant avec ce type de stratégie de préférence directionnelle. Dans un premier temps, vous allez chercher le mouvement qui vous fait du bien, qui vous améliore vos symptômes. Et dans un second temps, vous revenez sur des choses qui sont un petit peu plus difficiles pour vous peut-être actuellement, sur des mouvements un petit peu plus complexes, mais dans un premier temps, vous faites ce qui vous fait du bien. La deuxième stratégie, le deuxième concept à retenir, c'est celui de l'exposition progressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, si à l'heure actuelle vous souffrez, c'est probable que certains mouvements ne soient pas possibles pour vous. Par exemple, je ne sais pas, mais le fait de vous pencher en avant, peut-être que la flexion, c'est quelque chose qui est trop douloureux pour vous. Mais ce n'est pas parce que c'est impossible pour vous actuellement que ça sera toujours le cas. En fait, avec une approche raisonnée, avec des exercices adaptés, vous allez pouvoir progressivement réintroduire ce type de mouvement, mais en commençant par exemple peut-être par des petites inclinaisons ou en utilisant des bandes élastiques pour faciliter le mouvement. Vous allez comme ça permettre à votre corps de se réacclimater progressivement, de s'adapter et de mieux tolérer les mouvements qui posent souci pour vous peut-être actuellement. Donc voilà pour ces conseils, voilà pour les exemples d'exercices. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls, il y en a plein d'autres d'exercices que vous pouvez effectuer. Je vous invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet ou même dans mes programmes pour en voir d'autres types d'exercices. Ensuite, on passe à l'action suivante que vous devriez effectuer si vous souhaitez soulager vos douleurs, c'est le fait de soigner votre nutrition. Ça aussi, j'en parle régulièrement, je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, mais la nutrition et la micronutrition, c'est quelque chose qui a un intérêt important, que ce soit à court, moyen ou long terme, pour votre corps. Ça va permettre à court terme de venir
réduire l'inflammation. Par exemple, on sait qu'il y a certains aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires. C'est le cas notamment des oméga 3 qui sont présents dans les petits poissons gras, donc de type maquereau, de type sardine. Vous en retrouvez aussi dans le saumon, dans les graines de lin. Mais vous avez aussi d'autres éléments anti-inflammatoires, comme par exemple les antioxydants que vous allez retrouver dans les fruits et les légumes, comme les baies, les épinards, et qui vont aussi aider à combattre l'inflammation et à réduire le stress oxydatif. L'autre intérêt d'une alimentation équilibrée, ça va être évidemment de fournir des nutriments nécessaires pour la réparation et le maintien des tissus nerveux et musculaires. Par exemple, vous avez des nutriments intéressants, on peut citer la vitamine B12 qui est essentielle pour la santé nerveuse. Voilà, la vitamine B12, on va la retrouver dans des produits d'origine animale comme la viande, les œufs, les abats, les fruits de mer. Vous avez également le magnésium qui est très important, dont de nombreuses personnes sont en carence et qui va contribuer à la relaxation musculaire, qui va aider à réduire les spasmes musculaires. Donc ça, vous pouvez en retrouver dans la poudre de cacao, dans les noix de cajou, dans la graisse de coco, dans les légumes à feuilles vertes. Et évidemment, avoir une alimentation équilibrée, ça va vous aider à maintenir un poids santé, entre guillemets, parce que voilà, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en optimisant votre alimentation, vous pouvez réduire votre taux de masse grasse, donc vous pouvez réduire la pression sur l'ensemble des articulations, vous pouvez prévenir le risque de dégénérescence plus rapide des cartilages articulaires et vous pouvez réduire donc l'inflammation dans le corps. Bien évidemment, l'alimentation, c'est un sujet qui est relativement vaste, donc j'ai fait une vidéo complète sur le sujet de l'alimentation anti-inflammatoire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite là encore à aller la visionner, donc vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis on passe ensuite au point suivant. Donc le point suivant, ça va être de réaliser des automassages. Bon, les automassages, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant, qui vont vous permettre de détendre les muscles, de vous aider à améliorer un petit peu la circulation sanguine, à réduire des points de tension en complément des autres exercices et des autres types de traitements qu'on a vus jusqu'ici. Donc quelques conseils concernant le choix et l'exécution des automassages dans le cadre d'une sciatalgie. L'idée, c'est d'être doux et progressif, sans appuyer de manière trop brutale pour ne pas venir exacerber la douleur ou provoquer des tensions supplémentaires. Voilà, commencez avec une pression légère et augmentez progressivement si vous vous sentez à l'aise. Donc, vous pouvez effectuer des massages, on va dire, de 30 secondes à 2 minutes avec une pression progressive. Quelles sont les zones que vous pouvez masser? Moi, je vous recommande de masser la zone du dos, les cuisses, progressivement la fesse, les hanches, et toujours accompagné par une respiration profonde, voilà, dans le but d'entraîner un relâchement musculaire. Encore une fois, soyez prudent juste sur les zones un petit peu sensibles, particulièrement sur les zones autour là où la douleur est le plus intense. Évitez peut-être de masser directement sur la zone qui est vraiment très douloureuse, parce que voilà, on sait que quand le nerf sciatique est sensible, il faut essayer d'être vigilant sur la zone, on va dire, qui déclenche la douleur, pour ne pas exacerber la douleur. Et enfin, dernière action qui est intéressante quand on souffre de sciatique ou de sciatalgie, ça va être les exercices cardiovasculaires. On sait voilà, maintenant avec les études que le nerf sciatique, que le nerf de façon générale, c'est une structure qui a besoin de beaucoup de sang et de beaucoup d'oxygène pour fonctionner correctement et également pour se réparer. Et donc une des façons de favoriser une meilleure circulation sanguine vers le nerf, c'est de réaliser des exercices cardiovasculaires. Donc des exercices d'intensité modérée, voire des exercices à haute intensité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, notamment dans le cadre d'une sciatique, voilà, qu'elle soit motrice ou qu'elle soit sensitive. Évidemment, ces exercices doivent être adaptés à votre situation, voilà, pour éviter d'aggraver vos symptômes. Mais l'idéal, quand on souffre de sciatique, c'est de réussir à trouver des exercices avec peu d'impact. Donc ça peut être quoi? Ça peut être du vélo, ça peut être du rameur à un rythme modéré, ça peut être faire des mouvements plus ou moins rapides avec les bras, ça peut être par exemple du vélo à bras, ou des mouvements avec le haut du corps de façon rapide. Ça, c'est une très bonne option à tester pour venir soulager ce type de douleur, mais si possible, voilà, encore une fois, sans impact. Pourquoi? Tout simplement parce que moins il y aura d'impact et moins on va venir titiller ou irriter le nerf, ou en tout cas la zone qui est douloureuse, et donc mieux ce sera pour vous. Donc idéalement, il faut essayer de venir solliciter, il faut essayer de venir faire des exercices cardiovasculaires un peu à distance de la zone douloureuse. Donc c'est pour ça que j'ai parlé par exemple du vélo à bras, ou le fait de faire peut-être même des exercices comme du shadow boxing. C'est des choses qui sont intéressantes. Donc j'insiste vraiment sur le côté intensité moyenne à modérée, parce que l'objectif ici, c'est de faire en sorte que
votre cœur il pompe un peu plus de sang, donc il y a une certaine dilatation plus importante des vaisseaux, que le sang arrive en quantité un petit peu plus importante au niveau des nerfs. Et donc pour ça, c'est important justement de faire quelque chose avec une intensité suffisamment élevée. Donc pour vous donner une idée, pour vous donner un repère au niveau de l'effort, quand vous êtes à intensité modérée, vous êtes capable de dire quelques mots, quelques phrases à quelqu'un. Et quand vous êtes en haute intensité, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire quelque chose à quelqu'un parce que ça va vous couper complètement dans l'effort et vous n'avez pas la capacité, on va dire, cardiovasculaire de maintenir une conversation quand vous êtes en haute intensité. Donc ça, c'est un petit peu le repère à avoir qui peut vous dire, voilà, là je suis dans la bonne zone d'intensité ou pas. Et évidemment, après, ce que je vous recommande de faire dans une deuxième phase, dans un second temps, une fois que vous êtes sorti d'une phase aiguë, pour prévenir les récits de douleur, c'est évidemment de faire une forme de renforcement musculaire. Donc moi, je recommande du renforcement musculaire avec bande élastique parce qu'à mon sens, c'est quelque chose qui est peu traumatisant pour vos articulations, pour votre corps de façon générale. Donc idéalement, du renforcement musculaire avec un programme d'exercice équilibré qui va vous préparer aux activités et aux défis du quotidien, on va dire, entre guillemets, et qui va vous aider à maintenir une bonne masse musculaire parce que, comme j'en parle aussi régulièrement, avec le temps, eh bien, on perd naturellement du muscle et donc c'est important de maintenir une bonne masse musculaire. Donc voilà, si vous suivez ces conseils, si vous suivez les stratégies qui ont été évoquées dans cette vidéo, vous avez là les meilleurs outils pour soigner votre sciatique et pour vous donner le maximum de chances pour éviter qu'une douleur ne récidive comme ça dans le temps. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que celle-ci vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur la problématique de la sciatique. Comme d'habitude, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des remarques dans la partie juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!